Table ronde. Pour ouvrir cette journée, j'ai le plaisir d'accueillir Valérie Masson-Delmotte, qui est climatologue, coprésidente du groupe 1 du GIEC. Venez me rejoindre, Valérie. Vous pouvez l'accueillir et l'applaudir, s'il vous plaît. Et je vais vous donner une raison supplémentaire de le faire, c'est que merci particulièrement d'être avec nous, parce que Valérie Masson-Delmotte était encore hier en Chine pour accompagner la délégation présidentielle. Peut-être que vous aurez l'occasion de nous dire ce que vous y faisiez. En tout cas, vous êtes rentré hier soir, vous avez très peu dormi, vous êtes en décalage horaire, et on est ravis que vous ayez accepté d'ouvrir cette journée avec le sourire et en pleine forme, on dirait. Je vous laisse vous installer au pupitre. Une vingtaine de minutes de présentation et puis ensuite un échange de 10 minutes avec la salle. Oui, je vous fais signe. Bonjour, donc merci beaucoup de cette invitation à partager des réflexions qui sont essentiellement personnelles autour de la communication scientifique, de la place de la science dans la société et des enjeux liés à la désinformation scientifique. Je voudrais commencer par dire quelques mots sur le GIEC, le groupe intergouvernemental d'experts sur l'évolution du climat. Il va fêter ses 30 ans lors de sa prochaine session plénière à Paris en mars prochain. Et le GIEC a été mis en place il y a 30 ans lorsqu'on avait des éléments scientifiques qui émergeaient et qui montraient à la fois un climat qui changeait, une influence humaine sur la composition de l'atmosphère et une préoccupation vis-à-vis de la suite de cette influence humaine sur le climat pour fournir une expertise collective internationale basée sur l'analyse de la littérature scientifique, suivant la démarche scientifique standard, c'est-à-dire une analyse des publications scientifiques, plusieurs étapes de relecture par la communauté scientifique et par les experts nommés par les gouvernements, un travail mis en place respectant des principes de rigueur, d'objectivité, d'exhaustivité et de transparence. Et les rapports du GIEC fournissent une évaluation de l'état des connaissances associée à un degré de confiance, une analyse détaillée des incertitudes, et également l'identification des limites des connaissances. Rien de bien nouveau, c'est quelque chose qui se fait dans beaucoup de domaines, mais cette dimension-là de l'expertise internationale, elle reste rare. Elle existe sur le climat, elle est également mise en place sur la biodiversité, mais elle n'est pas présente dans un certain nombre de sujets à ce niveau-là d'expertise collective et des sujets qui font aussi partie des enjeux de société. Ce qui m'a frappé personnellement, c'était en particulier en 2009-2010, au moment de la conférence de Copenhague sur le climat et d'avancées somme toute relativement limitées, d'une campagne extrêmement profonde visant à semer le doute sur la crédibilité de chercheurs individuels, le fameux Climate Gate issu d'un piratage d'emails de collègues britanniques, mais également en France, essentiellement début 2010, une campagne qui a été portée d'ailleurs par des scientifiques d'autres domaines qui ont eu une très large place accordée dans des médias très grand public, beaucoup plus large en fait que les centaines de chercheurs qui travaillent sur cette thématique dans de nombreuses universités, dans de nombreux centres de recherche en France. Et à l'époque, je m'étais impliquée avec plusieurs collègues pour faire ce qu'on appelle maintenant en anglais du fact-checking, c'est-à-dire prendre les livres de ces collègues et montrer la grande masse d'erreurs factuelles qui étaient présentes, tout en interpellant une autorité respectée, l'Académie des sciences, et demander un débat scientifique approfondi sur la question. Et la grande difficulté que l'on a sur le temps des médias par rapport au temps de la recherche et par rapport à ce débat approfondi, c'est qu'il n'est quasiment pas possible dans le monde francophone. Je ne connais pas aujourd'hui d'espace médiatique qui permet de montrer ce qu'est un débat scientifique approfondi au public français et je le déplore extrêmement profondément. Alors, on parle de désinformation scientifique, moi j'aime parler du doute et le doute fait partie de mon travail quotidien de chercheuse. Il est essentiel dans la démarche scientifique, il est essentiel dans la lecture, dans la relecture que je fais au quotidien de projets, d'articles de collègues, et dans tous les exercices d'évaluation collective. Mais dans mon domaine, comme dans d'autres domaines, nous faisons face à une manipulation du doute qui, en tant que tel, est sain, pour une manipulation de l'opinion publique et plus largement de la prise de décision. Parce que finalement, la science, elle est utilisée parfois comme la mise en cause des faits scientifiques
Elle n'est pas motivée par un intérêt sur la démarche scientifique ou le fait scientifique, elle est généralement motivée par une volonté, disons, de, par exemple dans mon domaine, limiter fortement la régulation environnementale. Alors je reviens sur l'information scientifique. Donc l'information scientifique, elle est produite par des chercheurs du monde entier. Elle est publiée dans des articles scientifiques qui passent par un filtre, qui est la relecture critique par les pairs. Elle peut être menée à un degré plus élevé dans des rapports d'expertise collective qui peuvent être produits à l'échelle régionale, locale, nationale ou internationale, sur la base d'une analyse exhaustive, rigoureuse et surtout vérifiable ou falsifiable, la démarche scientifique essentielle. Et donc, elle est différente d'une opinion. Et malheureusement, cette différence-là, elle est peu connue du grand public et elle est peu enseignée. J'ai fait des sondages réguliers depuis plusieurs années que j'interviens ponctuellement devant des étudiants d'écoles d'ingénieurs, des étudiants d'universités, de formations diverses. Et au niveau Master 2, donc Bac plus 5, une immense majorité d'entre eux n'est pas capable de m'expliquer la différence entre un article dans un journal comme Le Monde ou Le Figaro et un article scientifique. Et quand je leur demande en quoi ils ont le plus confiance, ils m'expliquent souvent, cette jeune génération, qu'ils font souvent le plus confiance à des blogs, puisque finalement le blog, il a une part de subjectivité qui est revendiquée, et que le débat qui a lieu sur des blogs leur permet, à la lecture des avis des uns et des autres, de se forger une opinion. Et sur cet état-là, nous avons tous une responsabilité de l'éducation, une responsabilité des médias, une responsabilité des chercheurs et des organismes de recherche sur le fait de ne pas réussir à enseigner ce qu'est la démarche scientifique. Moi, je l'ai fait jouer à des élèves en CM2. C'est pas compliqué, en fait, on fait une expérience, on décrit le résultat de l'expérience, on échange les comptes rendus que les uns et les autres ont faits. Les élèves n'ont pas plus de compétences les uns et les autres, mais ils comprennent très vite que par la relecture critique, l'exercice critique collectif, on arrive à identifier les failles de raisonnement des uns et des autres et que le résultat à la fin est bien meilleur. Donc j'ai vraiment cette préoccupation sur le partage de ce qu'est la démarche scientifique par rapport à ce qu'est une opinion, dans un contexte où on fait aussi face à un certain nombre d'impostures, c'est-à-dire une présentation pseudo-scientifique de pseudo-experts qui parfois ne publient jamais aucun article scientifique, c'est-à-dire ne jouent pas le jeu de la science, mais se présentent comme porteurs de compétences en exprimant ce qui peut être parfois une opinion et non pas une analyse qui soit rigoureuse, vérifiable et basée sur une démarche scientifique. Les autres difficultés que nous avons, c'est de faire face au temps de la production de connaissances scientifiques par rapport au temps de l'actualité. Je vais l'illustrer sur un exemple récent, celui des ouragans qui ont touché nos îles des Antilles, mais également donc, d'autres territoires du côté de l'Atlantique Nord. Et la question posée par les médias était celle de discerner si ces événements ponctuels pouvaient être liés, influencés ou pas par les conséquences de l'influence de l'homme sur le climat. Et il était impossible à ce moment-là d'apporter des éléments de réponse parce qu'il faut le temps de l'analyse, c'est-à-dire situer un événement ponctuel dans une statistique sur le long terme pour détecter s'il y a ou non une tendance. Donc il y a une tendance depuis les années 70 dans l'Atlantique du Nord à une intensification des ouragans, de leurs caractéristiques. Il y a le besoin de développer des méthodes spécifiques pour donner sens à des événements ponctuels. Et par exemple, depuis septembre jusqu'à ce mois-ci, 3 articles scientifiques américains ont montré que pour l'ouragan Harvey et la quantité de pluie colossale donc, qui a affecté profondément la région autour de Houston, causant des dégâts d'un montant considérable, on peut discerner une influence humaine via donc, le lien entre des eaux de mer plus chaudes, un air plus chaud, la capacité de l'air plus chaud à transporter plus d'humidité, dans la probabilité d'occurrence d'un événement de ce type et dans l'intensité de l'événement, sachant que ce type d'événement de très forte pluie dans ce secteur américain devrait être dans un climat 2-3 degrés plus chaud, beaucoup plus fréquent encore à l'avenir. Mais ces résultats scientifiques, quelques mois après l'événement, n'ont eu qu'une place très limitée dans les médias et donc il est vraiment délicat de parvenir à transmettre la compréhension basée sur une analyse scientifique de phénomènes quelques mois après leur occurrence. Et on a vraiment là cette difficulté particulière.
Je vais également partager mes préoccupations sur des évolutions récentes du monde scientifique. Nous avons une rigueur dans les publications des journaux scientifiques par ce processus de relecture critique. Mais on a également un système commercial qui se met en place autour de la publication scientifique avec des journaux qu'on appelle des journaux prédateurs. C'est-à-dire ce sont des journaux qui ressemblent à des journaux scientifiques, qui en prennent la forme, mais qui n'ont pas une approche rigoureuse de relecture critique. Et donc, en gros, n'importe quoi peut finir par être publié dans ces journaux sans qu'il ne passe par un filtre critique, ce qui finalement, dans l'ensemble, décrédibilise l'ensemble de la démarche de qualité qui a été mise en place collectivement et dans tous les domaines. Je voudrais signaler que dans mon domaine lié à l'environnement et au climat, je reçois quasiment toutes les semaines l'invitation à faire partie d'un comité scientifique bidon de ces nouveaux journaux qui sont créés non-stop pour, en fait, quand ils sont rémunérés par les auteurs, publier en gros ce qu'ils soumettent. Et ça, c'est quelque chose qui est extrêmement grave, qui demande, je pense, une réaction collective de la communauté scientifique internationale rapidement. L'information scientifique elle-même, elle n'est pas toujours en accès libre. Beaucoup de journaux commerciaux ne mettent pas les résultats scientifiques à disposition du grand public, des enseignants, des journalistes même, et généralement pas en français, ce qui est pour nous un frein supplémentaire pour pouvoir mettre à disposition, dans un contexte de désinformation, l'information scientifique la plus pertinente. Et puis on observe également une communication qui est parfois en décalage avec le contenu scientifique. En gros, on a la tentation du pari-match de la science, c'est-à-dire que les grands journaux scientifiques qui ont des facteurs d'impact élevés, donc qui attirent à la fois les publications des chercheurs et la communication, cherchent une forme de sensationnalisme dans les communiqués de presse qui peuvent être parfois en décalage avec le contenu même du travail scientifique, qui sont repris et parfois encore plus caricaturés dans les médias. Ce qui, je pense, est extrêmement complexe sur les éléments scientifiques qui parviennent à destination du grand public. Et donc, il y a un biais de communication vers le grand public. Il y a très peu d'éléments qui transparaissent sur l'immense masse des publications scientifiques sérieuses, rigoureuses, dans des journaux spécialisés qui parfois confirment avec des approches nouvelles, beaucoup plus abouties, des intuitions précédentes. Peu sur les recherches qui confirment les résultats antérieurs et une focalisation sur ce qui est perçu comme une nouveauté à juste titre ou une controverse. Et ce biais de communication vers le public, finalement, peut donner une vision très parcellaire. Et par rapport au changement climatique, je voudrais donner l'image que j'utilise souvent du tableau impressionniste. Pourquoi un tableau impressionniste? C'est-à-dire le changement climatique, ça demande une vision d'ensemble. Une vision d'ensemble de ce qu'est le climat, ce système complexe, de la différence entre la météo et le climat, c'est-à-dire l'instant, le local, et puis le plus long terme sur plusieurs décennies et l'échelle globale. Sur le fonctionnement du climat qui a une dimension d'énergétique, c'est-à-dire si on perturbe les échanges d'énergie entre la Terre et l'atmosphère, on perturbe le bilan d'énergie du climat qui lui-même a la capacité d'avoir des processus stabilisateurs et amplificateurs. Puis à côté de ça, une dimension dynamique avec le rôle des courants marins, de la circulation atmosphérique, le fait que le climat est caractérisé par une variabilité spontanée, mais qu'il répond également à des perturbations. Donc toute cette diversité d'éléments qui caractérisent un système complexe, c'est quelque chose que beaucoup d'entre nous, la plupart du grand public, n'a pas. Et donc, dans ce tableau impressionniste, j'essayais de donner cette espèce d'image d'ensemble. Souvent, le fil de l'actualité ne donne qu'une vision très partielle, une petite touche de couleur ici et là, un événement extrême, une négociation sur le climat, la communication sur une publication de haut niveau, sur un progrès de développement de méthodes. Et on a une difficulté à permettre au public de situer cette petite touche de couleur, cet élément de nouveauté, dans cette image d'ensemble pour lui donner sens. Et je pense qu'il y a un défi majeur ici sur le traitement du flux d'informations, le recul qui est nécessaire. Et la désinformation scientifique sur le climat, bien sûr, elle a un boulevard par rapport à cela, puisqu'on peut toujours opposer la partie au tout, un détail par rapport à cette image d'ensemble. Et si on n'accompagne pas une analyse critique, eh bien, le public peut être dans une situation de confusion et finalement ne plus avoir d'avis, se désintéresser de la question à cause de cette apparence de complexité. On fait également face à de multiples sources de communication sur la thématique climat. La communication des scientifiques, un peu, la communication des politiques, la communication des entreprises, avec parfois du greenwashing, la communication des ONG.
Et puis, ce que j'ai découvert, non pas moi directement, mais lors d'interventions vers le très grand public, ces théories conspirationnistes. Sur le climat, par exemple, il y a une théorie conspirationniste qui suggère que les traînées d'avions reflètent une manipulation délibérée de l'état du climat par l'injection de particules dans l'atmosphère. Donc ça, c'est quelque chose qui est très répandu parmi les jeunes, parmi le grand public. Ça voyage sur Internet. Il y a peu de place dans les grands médias. Et pourtant, il serait vraiment important d'avoir une expression des spécialistes, par exemple français, de la mesure par satellite, des campagnes d'observation des particules, de l'étude du fonctionnement des nuages, pour mettre en face de cette théorie conspirationniste les travaux rigoureux, solides, qui sont présents et qui permettent très rapidement en fait, de montrer que cette théorie est vide de sens. Il y a également une difficulté à communiquer de manière rapide autour de la complexité et des incertitudes associées au changement climatique. Il y a parfois une communication, même dans l'enseignement, qui peut être simpliste. Alors, qu'est-ce que c'est l'exemple d'une communication simpliste? Ça consisterait à dire que seuls les rejets de gaz à effet de serre d'origine anthropique sont responsables de tous les aspects de la variabilité climatique, ce qui est évidemment faux. Et donc, parfois, par rapport à une communication qui est trop simpliste, on va avoir des gens rationnels qui se rendent compte que, bien sûr, il y a une complexité plus grande, ce qui va entraîner une contre-réaction parfois par rapport à cette simplification. Et donc, on a aussi besoin d'arriver à ce que j'expliquais tout à l'heure, communiquer mieux cette image d'ensemble, ce qu'est la variabilité naturelle du climat, par exemple, et les éléments pour lesquels on a des faits qui permettent de conclure à une influence humaine dominante, mais aussi l'autre volet, c'est-à-dire cette variabilité naturelle du climat, qui est une de ses caractéristiques et qui va se superposer dans de nombreux aspects, par exemple la répartition des pluies en France, à l'influence de l'homme sur le long terme. Et puis enfin, une particularité de la question des sciences du climat, c'est la présence dans le paysage international et parfois national de marchands de doute et donc d'actions délibérées pour décrédibiliser la science. C'est particulièrement frappant dans les pays anglophones, États-Unis, Royaume-Uni, un peu moins en ce moment, Australie, ça reste extrêmement présent, et dans les pays essentiellement producteurs d'énergie fossile. Alors, on a à faire face à une volonté délibérée de manipuler les élus, les décideurs, le public, un déni qui s'exprime à différents niveaux. Donc, on entend parfois nier la réalité du réchauffement, qui est pourtant observé par de multiples méthodes. Un déni par rapport à la responsabilité humaine du réchauffement, qui est quelque chose qui est extrêmement solide et démontré de la même manière par la combinaison d'analyses des facteurs qui agissent sur le climat, et par l'ensemble des simulations qui sont réalisées dans le monde sur ce sujet. Un déni également de confiance dans les outils de la science. J'ai parlé de la modélisation du climat, c'est un point qui est extrêmement important. On a aussi, par exemple, un déni de confiance par rapport à l'utilisation de modèles de climat pour explorer les risques futurs. Et donc l'idée que la perturbation serait surestimée par ce type d'approche. C'est là où je vois une intersection avec des travaux que j'ai conduits avec d'autres collègues qui consistent à tester ces modèles de climat, non pas uniquement sur le climat récent pour lequel ils sont mis au point, mais aussi sur des grands changements passés, ce qui est à mon sens un élément essentiel de la confiance qu'on peut leur accorder, mais qui est souvent peu communiqué en ce sens vers le grand public. C'est-à-dire on montre des résultats de simulation sans expliquer les éléments qui permettent d'avoir confiance dans les outils, dans la démarche qui a permis de les construire. Donc la physique, la compréhension des lois physiques, les travaux sur le climat actuel et ses processus, combinant observation et modélisation, les travaux sur les climats passés, etc. On a besoin en fait d'arriver à communiquer l'ensemble de ces éléments. Et puis aujourd'hui, on est dans une situation qui est, je pense, extrêmement grave, sur un déni de science à très haut niveau en Amérique, aux États-Unis, avec une censure, par exemple, des mots liés au changement climatique dans les appels d'offres envers la communauté scientifique sur les sites des agences fédérales américaines, dans un contexte de dérégulation environnementale extrêmement poussée. Vous pouvez suivre sur le site de la Columbia Law School, donc l'école de droit de l'Université de Columbia à New York, un outil qui s'appelle le Climate Deregulation Tracker et qui montre, depuis le 20 janvier 2017, l'ensemble des actions qui ont été menées pour supprimer les réglementations environnementales. Et on voit là que le déni de science
n'est pas justifié par aucun intérêt à la démarche scientifique elle-même, mais par cette volonté de déréguler l'encadrement environnemental, ce qui est extrêmement préoccupant à différents niveaux, localement, régionalement, nationalement et internationalement, pour la place de la science dans la société. Alors, je voudrais terminer en réfléchissant avec vous aux solutions possibles. Le fait qu'on ait à faire face en sciences du climat à une volonté de nous décrédibiliser, ça a augmenté le niveau d'exigence. Ça a augmenté en fait la volonté de mettre à disposition du public, en toute transparence, les éléments scientifiques, parfois les codes des modèles de climat, les algorithmes de traitement des données, les données d'observation qui sont de plus en plus en libre accès, et la traçabilité de l'information. Donc les standards, si vous voulez, de notre science ont été durcis, ont été renforcés par rapport à ces critiques qui s'expriment. C'est quelque chose qui est, je pense, extrêmement important. Le deuxième volet, c'est l'éducation. L'éducation à la démarche scientifique, l'éducation au regard critique sur les sources d'information, sur ce qu'est une expertise scientifique. On a des outils en ligne, on peut utiliser Scholar Google par exemple, pour, à partir du nom d'une personne, chercher ses publications et regarder si elles sont en accès libre, ces publications, et se forger une opinion personnelle, en tout cas sur la publication scientifique, les travaux scientifiques et parfois le bagage scientifique d'une personnalité qui s'exprime sur un sujet qui n'est pas nécessairement le sien. Je crois beaucoup à la relation directe entre la communauté scientifique et le grand public, le très grand public, les scolaires, les étudiants. L'expérience, par exemple, du train du climat a été formidable de ce point de vue-là, en permettant d'avoir un échange direct entre les doctorants, les techniciens, les ingénieurs, les chercheurs, les enseignants-chercheurs des laboratoires et un très grand public, ce qui était frappant parce que la présentation initiale ce matin semblait un peu pessimiste sur une opinion publique finalement prête à croire des choses très fausses. Moi, ce qui m'a frappé, c'est vraiment en France comme au Maroc, parce que le train du climat a opéré au Maroc, une curiosité, une envie de comprendre, l'envie de donner sens aux changements qui sont observés par la plupart d'entre nous, et également l'envie d'agir, c'est-à-dire d'avoir des clés pas uniquement pour comprendre, mais également des clés pour comprendre les solutions qui existent, les solutions qui existeront à l'avenir grâce au progrès de la recherche, de l'innovation, des technologies, leur implication en fait, est-ce que c'est des détails ou est-ce que c'est des choses qui auront un effet profond? On a vraiment cette aspiration, je pense, du public à mieux être en situation d'acteur, je dirais. Il y a un rôle essentiel aux médiateurs, parce que nous ne sommes pas des spécialistes de communication. Donc on a besoin de former les scientifiques, on a besoin des médiateurs qui nous aident à communiquer mieux, on a besoin des journalistes scientifiques qui puissent aider dans les rédactions à mettre les informations scientifiques à leur juste place, à faire la différence justement entre les fake news et quelque chose qui est scientifiquement rigoureux. On a un manque d'informations de haut niveau en français sur ma thématique, la thématique du changement climatique. Dans le monde anglo-saxon, on a par exemple un blog britannique qui s'appelle Carbon Brief, qui est extrêmement bien fait pour suivre de manière approfondie des enjeux liés à la science du climat, mais aussi aux politiques climatiques. Le blog américain Real Climate, qui est formidable pour une expression directe à très haut niveau de chercheurs sur les enjeux climat. Ou un outil qui s'appelle Skeptical Science, qui permet justement de répondre aux arguments les plus communs des climato-sceptiques. Ou enfin des outils collectifs pour évaluer la crédibilité de l'information, un site qui s'appelle Climate Feedback et qui permet très vite aux scientifiques de fournir leur évaluation d'une information soi-disant scientifique et qui est parfois fausse. Ça fait écho par exemple aux initiatives comme les décodeurs, mais en lien plus étroit avec la communauté scientifique. Voilà, donc j'ai, je pense, terminé ce point de vue qui est personnel sur l'enjeu de la désinformation scientifique, mais plus largement, je pense, de la place de la science de la société. Et je voudrais terminer avec la communauté scientifique. Je pense qu'il y a un besoin de renforcer la formation et la mission des chercheurs, des techniciens, des ingénieurs, des doctorants, des enseignants-chercheurs, et la place qu'ils accordent dans leur vie quotidienne, dans leur vie professionnelle et en dehors de leur vie professionnelle, à partager à la fois leur curiosité, la démarche scientifique, les méthodes mises en œuvre et les résultats avec le grand public. Je suis personnellement persuadée que c'est par cet investissement personnel et ce contact direct qu'on peut faire une différence et qu'on peut renforcer la place de la science, la confiance de la science et la culture scientifique dans la société.
Mais pour finir sur une note de préoccupation, nous avons un manque de coordination qui est évident. Et je pense qu'en France, nous ne sommes pas outillés aujourd'hui pour faire face à des campagnes massives de désinformation. Nous n'avons pas d'outils de validation suffisants pour ce qui est présent sur Internet et sur les réseaux sociaux. Et je pense qu'ici, demain, il y a une campagne massive de désinformation scientifique, type Breitbart News ou quelque chose comme ça, nous ne sommes pas prêts et il faudrait que nous le soyons. Merci. Merci beaucoup, Valérie Masson-Delmotte. Alors, comme c'était passionnant et très bien construit, je n'ai pas osé vous interrompre. Je voulais vous laisser aller jusqu'au bout de votre démonstration. Du coup, on a un temps assez restreint pour les questions. S'il y en a, manifestez-vous tout de suite. Alors, je vois une main qui se lève. On va vous apporter un micro. Normalement, il doit y avoir des micros qui se promènent dans les deux allées latérales. Voilà, le micro arrive. La question est vraiment une question de communication au grand public est assez profonde et qui me turlupine beaucoup. Il s'agit de la différence entre découvrir des corrélations statistiques entre l'activité humaine et l'évolution du climat, qui sont des corrélations qui n'impliquent pas forcément une relation de cause à effet. D'où ma question, au niveau du GIEC, au niveau mondial, est-ce qu'on a fini par réussi à démontrer les premières vraies relations de cause à effet entre les deux phénomènes? Ceci, il y a ma deuxième petite question. Dans nos lycées, la bête noire de beaucoup d'élèves, même parmi les meilleurs, c'est l'enseignement de la statistique. L'enseignement de la statistique est très mal perçu par les élèves à cause de sa complexité et de l'usage irrationnel et irraisonné du théorème central limite, qui est la bête noire aussi bien des professeurs que des élèves. Allez, on va laisser le temps de la réponse. Merci, monsieur. Alors, je ne peux pas nécessairement répondre à la deuxième question, mais qui est importante, c'est-à-dire apprendre à détecter des tendances, apprendre à analyser d'éventuelles corrélations et la limite de l'approche purement statistique par rapport à la compréhension des processus. Donc, sur le lien émissions de gaz à effet de serre d'origine humaine et climat, l'analyse scientifique ne repose en rien sur des corrélations. Elle repose sur la compréhension du fonctionnement du climat, de son bilan d'énergie planétaire, sur arriver à démontrer la relation entre nos rejets de gaz à effet de serre et la concentration dans l'atmosphère, ensuite la relation entre la concentration dans l'atmosphère et la perturbation du bilan radiatif, et enfin la compréhension des processus de réponse du climat à cette perturbation du bilan radiatif. Donc en fait, on utilise de multiples lignes d'évidence, et on utilise donc cette compréhension physique, mais aussi une modélisation à base physique du climat qui permet d'avoir une planète virtuelle et de faire également des expériences virtuelles si on ajoute des gaz à effet de serre, si on n'a que des facteurs naturels qui jouent, alors quelles caractéristiques on obtient. Et c'est la confrontation également de ce type d'approche qui permet de conclure, avec un degré de confiance qui est très élevé, qu'à l'échelle planétaire, l'accumulation d'énergie dans le système climatique est due à nos rejets de gaz à effet de serre. Et la manifestation la plus directe, c'est l'accumulation de chaleur en profondeur dans les océans, qui a en fait stocké plus de 90% de l'énergie supplémentaire emmagasinée dans l'évolution du climat. Donc vous nous dites que le lien de cause à effet a clairement été mis en évidence. Il est mis en évidence par la compréhension des processus, par une démarche rigoureuse d'analyse, pour identifier également de manière théorique quelle est l'empreinte de l'influence de l'homme sur le climat et le confronter aux observations. Et ça ne repose pas du tout sur des corrélations. Allez, une deuxième question et ce sera la dernière. Bonjour, je m'appelle Camille, je suis étudiante en Master 1 au Canada à Montréal, en neurosciences. Et puis je partage vraiment avec vous ma consternation d'étudiants en Master, autant au Canada qu'en France d'ailleurs, sur leur incompréhension de la publication scientifique, de qu'est-ce que c'est qu'un vrai résultat d'un faux, de la désinformation, etc. Et puis aussi de mes camarades, de mes amis qui ne sont pas forcément en sciences, qui peuvent être d'ailleurs en sciences humaines, qui ont d'ailleurs une compréhension vraiment très très limitée des statistiques, sinon presque nulle. Et puis moi, ce que je me posais comme question, et c'est peut-être une proposition un peu audacieuse, mais je me disais que en France et puis au Canada aussi, au niveau du lycée, puis peut-être aussi, enfin même, je dirais même avant au niveau du collège, est-ce qu'il ne serait pas intéressant d'inclure
dans l'enseignement mathématique déjà les statistiques qui n'en font pas partie ou presque, et puis aussi juste un enseignement de la méthode scientifique, mais des statistiques plutôt de la logique statistique, pas nécessairement les maths, plus quels sont les biais cognitifs, etc. D'accord, donc enseignement, les statistiques qui reviennent dans ces deux questions. Alors j'y ajoute quelque chose parce que j'ai l'impression quand même qu'à longueur de rencontres et de discussions, ça revient très souvent, ça, la formation, il faudrait éduquer. Mais pourquoi on n'y arrive pas? Pourquoi ça passe pas? Il y a quand même des initiatives, c'est-à-dire il y a les petits débrouillards, il y a la main à la pâte, il y a quand même des initiatives pour donner cette démarche scientifique dès le plus jeune âge. Et pourquoi ça ne semble pas suffire? Alors d'abord, je ne veux pas avoir une présentation qui soit totalement pessimiste, loin de là. Et on a, en France, on a une éducation aux sciences, on a une éducation aux enjeux liés à l'environnement et au développement durable qui sont remarquables. Mais face à la multitude des sources d'information, il est aussi de plus en plus important de donner des repères, de développer l'esprit critique scientifique. Et je suis d'accord avec la dernière intervention. À mon avis, ça doit être au niveau du collège. Parce qu'en fait, au niveau du lycée, on a des parcours de formation professionnelle, technologiques, généraux. Et je pense que ces enjeux de comprendre la démarche scientifique et sa spécificité, qui n'est pas inscrite dans une culture, etc., qui dépasse cette approche-là, je pense que c'est important de l'apprendre et de préférence sur un travail personnel et expérimental, parce qu'on sait que les élèves le retiennent plus longtemps quand ça relève d'une démarche où ils sont acteurs plutôt que spectateurs. Et au niveau de l'école primaire, une difficulté qui est connue de beaucoup, c'est le fait que beaucoup d'enseignants du primaire ont une formation par les humanités. Et donc il y a besoin d'accompagner les enseignants du primaire pour leur permettre d'être confiants dans l'expérimentation, dans l'analyse scientifique. Et des initiatives comme la main à la pâte, par exemple, sont essentielles. C'est quelque chose que vous ressentez, c'est vous qui avez parlé d'intervention auprès de CM2, de la part des instituts, des professeurs des écoles, il y a une peur tout à fait. Les sujets scientifiques. Il y a une peur de ne pas être compétent. Il y a une peur de ne pas forcément savoir guider les élèves. Et donc, il y a besoin d'accompagnement. Et l'initiative de la main à la pâte, de ce point de vue-là, elle est formidable. Parce que justement, elle accompagne, elle donne des outils, elle donne des pistes et un appui aux enseignants. Et Pierre Léna porte en ce moment une initiative qui vise justement à utiliser les rapports du GIEC à venir, entre maintenant et 2022, sur un ensemble de sujets pour former les enseignants aux connaissances scientifiques les plus récentes, mais aussi à la démarche scientifique qui a permis d'obtenir ces conclusions. Et je pense qu'on a besoin de cette accélération aussi. C'est-à-dire qu'on a besoin de transmettre plus rapidement l'état des connaissances pour que les enseignants soient armés pour les enseigner, pour réagir à l'actualité et pour former les élèves aux connaissances, bien sûr à la démarche scientifique, à leur historique et aux racines des sciences, mais aussi pour donner sens à l'actualité par rapport aux sciences les plus récentes. Allez, j'invite les trois intervenants de la prochaine table ronde à me rejoindre. Merci beaucoup Valérie Masson-Delmotte, que vous pouvez...